Aujourd'hui, on est toujours dans les vacances les plus improbables du monde et c'est mouvementé. J'espère qu'il en sortira des choses discibles. C'est mouvementé, pas toujours marrant, il y a du fun, du confort. Il faut toujours viser le confort. C'est aussi pour ça qu'on va continuer Roland Barthes. Roland Barthes, il y a une certaine forme de confort. On sait que ça va nous faire penser. Et on sait que ça va pas non plus nous mettre, globalement, la plupart du temps en tout cas, d'immenses claques dans la figure. Moi, j'aime vraiment bien Roland Barthes, pour de vrai, mais je le connais pas très bien. On y va, c'est donc toujours, je pense, le dernier volet de, peut-être pas, la leçon inaugurale de Roland Barthes au Collège de France. On est toujours dans le tome 5, et comme je me le disais là à l'instant, parce qu'il faut, du confort et du fun, le tome 5 et pas le tome Sawyer. Avec une blague aussi nulle, je me sens toujours aussi drôle. En tout cas, mais parce qu'en fait, j'en ris. J'en ris vraiment. C'est quand même ça, la véritable et sublime honte. Et donc, on va revenir sur cette leçon. Voilà, j'ai toujours mon marque-tapage. Oh, bah, il nous reste quoi? Une page, 2 pages. Oula, ça va peut-être faire 2 séances. 3. Punaise, en fait, c'est vraiment long. 4 pages. On va essayer de finir aujourd'hui. Bon, on s'en rappelle, on a vu dans un premier temps pourquoi la langue est fasciste et parce qu'elle va obliger à dire. Et également, on a pu voir pourquoi la langue, pas la langue, mais la littérature est plus ou moins par essence un lieu qui peut être globalement antifa, si on le dit en des termes. C'est même pas que c'est contemporain, parce que c'est vieux comme terme antifa, mais un peu binaire. En tout cas, plutôt que antifasciste, la littérature est un lieu de subversion et un lieu de savoir, parce qu'elle va permettre de faire tourner non pas les serviettes, on se rappelle de cette blague nullissime, à laquelle je pense à chaque fois que je dis ce passage, mais les savoirs, c'est-à-dire qu'en fait, comme le jeu des perles de verre que j'ai pas lu, mais que j'ai vraiment toujours en tête, j'ai failli l'acheter hier chez Oxfam, vous me le conseillez? Voilà, bon, voilà, à voir. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui va aussi permettre d'être un peu dans un rapport spéculatif, potentiellement ironique, comique avec le savoir. C'est très exactement l'exemple de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert, son dernier roman. Je crois que j'ai déjà fait des extraits de Bouvard. Ça vous avait plu? On en refera peut-être. Nous voici, je suis page 438, en face de la sémiologie. Il faut d'abord redire que les sciences, du moins celles dont j'ai quelques lectures, toujours la petite modestie de Barthes, modestie un peu mondaine, mais aussi précision et restriction d'ordre scientifique, on est entre les deux. Ne sont pas, ou on n'est pas entre les deux, ou plutôt les deux se superposent. C'est pas excluant, c'est que ça peut être plusieurs choses en même temps. Il faut d'abord redire que les sciences, du moins celles dont j'ai quelques lectures, ne sont pas éternelles. Ce sont des valeurs qui montent et descendent à une bourse. Donc ça, on parle d'axiologisation. Est-ce que c'est bien ou mal vu? La bourse de l'histoire. Alors, c'est ça, et c'est aussi pris dans l'histoire, les sciences aussi, bien sûr. Comme tout le savoir, c'est notamment le boulot de Foucault, que Barthes citait au départ. Mais ce qu'il veut dire par ces degrés, par ces valeurs dans la bourse de l'histoire, c'est aussi que y a des sciences qui sont un peu en vogue, et en fait la vogue d'une science, ça va être laquelle est la plus vulgarisée. Par exemple, s'il y a des conférences publiques, qu'est-ce qu'on va aller voir, qu'est-ce qui fait les meilleures ventes, c'est jamais la littérature, enfin les études littéraires. Ça passe aussi plus largement par qu'est-ce qui va donner un modèle de scientificité. Donc c'est plus loin. C'est plus loin que simplement qu'est-ce qui va avoir du succès au niveau de la réception. C'est en fait qu'est-ce qui va donner une autre échelle de valeur pour dire ce qui est, ce qui n'est pas scientifique et ce qui va servir de modèle scientifique. Par exemple, le grand siècle de la biologie, c'est le 18e, celui qui met en place les classifications autour de Linné, mais le 19e siècle est vraiment celui qui fait de ce qu'on appelait les sciences naturelles et qui s'appelle biologie, au moins à partir de 1802 et de Lamarck, même si le terme est aussi inventé de façon contemporaine par un autre naturaliste allemand. C'est donc le siècle du transformisme avec Lamarck, de l'évolutionnisme ensuite avec Darwin. Darwin, je vous rappelle, 59, évolution des espèces en anglais, 61 en français. Traduction Clémence Royer. Mais les sciences naturelles donnent vraiment des modèles de pensée, par exemple à Renan, mais aussi à d'autres. Tout ce qu'on va appeler le darwinisme social, plus largement, tout ce qui s'appelle l'organicisme. Je vous renvoie à la thèse de Judith Schlanger, les métaphores de l'organisme, extraordinaire thèse. Et donc tout ça va pouvoir ou va se mettre en place comme, pas seulement
des valeurs qui vont dire c'est bien ou c'est mal, mais ils vont se mettre en place avec l'essor de la science moderne une valeur qui va être c'est scientifique ou ça n'est pas scientifique, et cet échelon, il va être par exemple, ben, ça correspond au modèle des sciences nat ou pas, ou plus largement des sciences expérimentales. Alors, pour mieux le comprendre, on peut voir que par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la philosophie des sciences au début du XXe siècle a été pensé selon un modèle des sciences qui est fondé sur la physique. C'est ce que fait Thomas Kuhn, c'est ce que fait surtout Karl Popper, bien sûr, notamment parce qu'il est anti-psychanalyse, donc forcément que ce modèle est fait aussi pour réfuter la psychanalyse. On y va. Et qui va se fonder donc sur une façon d'expérimenter, qui en physique est très schématique finalement, bien sûr que dans le détail c'est pas aussi schématique, il est un peu moins en sciences nat, biologie, qui commence à être plus compliqué quand on parle d'histoire. La question elle est déjà posée par Renan, notamment dans ses lettres à Marcelin Berthelot, les sciences de la nature et les sciences historiques. On en parlera si vous voulez. C'est une très belle lettre. C'est un texte difficile mais très important. Mais pas connu. Il suffirait à cet égard de rappeler le sort boursier de la théologie, discours aujourd'hui exigu, et cependant autrefois science souveraine au point qu'on l'a placée en dehors et au-dessous du septénium. Elle est aussi, finalement, à ce titre-là, celle vers laquelle vont tendre toutes les autres sciences. Ça, c'est ce que fait Renan de la philosophie par rapport aux autres sciences. La philosophie doit être l'arrière-plan de toutes les sciences, en même temps le but vers lequel elles tendent, c'est-à-dire, en fait, finalement, il faut comprendre ce qu'est le mouvement de l'histoire, notamment au niveau des sciences et des savoirs. C'est à peu près ça, la petite grenadienne. La fragilité des sciences dites humaines tient peut-être à ceci. Ce sont des sciences de l'imprévision, d'où les déboires et le malaise taxinomique de l'économie, ce qui altère immédiatement l'idée de science, la science même du désir, la psychanalyse, alors ça c'est vraiment pas du Popper, ce serait plus du Popper que du Popper, oh alors là ça c'est vraiment un jeu de mots absolument pourri. La psychanalyse ne peut manquer de mourir un jour, bien que nous lui devions beaucoup, comme nous devons beaucoup à la théologie, car le désir est plus fort que son interprétation. On y va. Ça, il faut quand même en parler. Donc quand il parle de sciences de l'imprévision, ça veut dire que ce sont des sciences qui ne sont pas reproductibles. Là, on est vraiment dans les termes de Karl Popper, la scientificité absolue, modèle de la physique, etc. Et n'étant pas reproductibles, eh bien, on ne peut pas prévoir à partir d'elles. Alors ça, on peut voir, par exemple, au niveau de la science-fiction, mais c'est ce que va imaginer... Oh, le pervers, là. Non, quand je dis pervers, c'est pas un pervers, le harceleur sexuel. Asimov. Moi aussi, ça m'a fait mal. Dans Fondation, en inventant la discipline de la psychohistoire, qui part de ce principe que finalement, si on avait tous les facteurs, la psycho, l'histoire, etc., deviendraient des sciences à prédiction. C'est là où parler de la météo comme c'est pas une vraie science, c'est un peu débile aussi, parce que la météo, en fait, prédit, concrètement. Elle prédit, et la climatologie prédit encore plus, mais ce ne sont pas les mêmes sciences. Bon, ici il s'agit de l'économie, moi je suis pas très bien placée pour interpréter l'économie comme une science prédictive ou pas, surtout qu'il y a plusieurs courants économiques, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie hétérodoxe, non libérale en fait. Mais ce qui est pensé, évoqué ici, c'est notamment la catégorisation. Alors, il fait un mix un peu zarbe entre la prédictibilité, le fait de pouvoir prévoir, et, ou non, ou l'imprédictibilité, et la catégorisation. Mais c'est vrai que l'un comme l'autre sont des critères de scientificité dans ce qui fonde notre scientificité, on va dire, moderne. Et en tout cas contemporaine. La psychanalyse en est dégagée. Même, alors pour cette prédictibilité, mais aussi pour ce qui est de l'ordre de la catégorisation, mais surtout, ici, il est présenté comme voilà, quelque chose de toujours un peu essentialiste et moi que je trouve un peu étrange chez Barthes, qui est d'imaginer cette espèce de combat finalement entre le désir et la psychanalyse, entre le désir et son interprétation, et le désir résisterait à l'interprétation, et donc à l'entrée dans la catégorisation. Moi, j'y crois pas. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans son texte. Et donc, ramener à quelque chose aussi de l'ordre de la théologie, bon, je pense que en fait, la perte de vitesse de la théologie, c'est que Dieu n'est plus une explication scientifique. C'est la première des raisons de la disparition de la théologie comme champ, moi je dirais pas de science, du savoir dominant, comme je ne dirais pas science pour la psychanalyse. Pour cette raison et pour d'autres.
Je vais pas rentrer trop dans la psychanalyse, hein, c'est quand même un champ... Parce que c'est quand même un champ aussi heuristique, la psychanalyse. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à jeter complètement la psychanalyse. En revanche, j'en aimerais ou j'en espère d'immenses et grandes réformes. Bon, qui viendront pas. Par ces concepts opératoires, la sémiologie, que l'on peut définir canoniquement comme la science des signes, c'est intéressant comment il dit canoniquement après avoir parlé de théologie, pour montrer que finalement, le sacré, ou ce qui peut avoir trait à du sacré, ou qui va être considéré comme un parangon, un modèle, sort finalement de ce qu'est le sacré chrétien ou sacré. Ah, sacré Martin. Donc la sémiologie comme science des signes, donc c'est aussi traditionnellement, en fait, canoniquement, de tous les signes est issue de la linguistique. Mais la linguistique elle-même, un peu comme l'économie, et la comparaison n'est peut-être pas insignifiante, est en train, me semble-t-il, d'éclater. Par déchirement d'une part, elle est attirée vers un pôle formel, et sur cette pente, comme l'économétrie, elle se formalise de plus en plus. Donc là, ça va être vraiment l'endroit où il y a toutes les formules. Hein. D'autre part, elle se saisit de contenus de plus en plus nombreux, et de plus en plus éloignés de son champ original. Donc il va y avoir en fait une extension du domaine. Donc d'un côté, une espèce de mathématisation, en fait, par l'économétrie, que lui ramène à une formalisation. Oui, parce que cette formalisation, caractère formel, c'est vraiment en formule. Donc c'est mathématisation en économie, mais en fait ce sont des formules avec des symboles, souvent issus des mathématiques, mais pas à proprement parler des mathématiques, mais il y a quand même un rapprochement entre certainement de la sémiotique, notamment des choses qu'on va trouver chez Brémond par exemple, ou chez Grémas. Et qui sont durs à lire, c'est vraiment dur. Et ce sont des champs qui sont un peu finis, ça, actuellement, ou en tout cas, moi que je vois pas beaucoup en études littéraires. Alors c'était déjà plus en linguistique qu'en études littéraires. Mais par contre, c'est des choses qu'on va trouver très fortement en philosophie analytique. Me semble-t-il. Là, je parle vraiment en profane. Hein. D'autre part, donc, elle se saisit de contenus de plus en plus nombreux, de plus en plus éloignés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une extension, c'est-à-dire une application de ces méthodes à d'autres champs qui n'étaient pas le sien original et pour lesquels ils ont été faits. On se rappelle, une science est quand même définie par rapport à son objet. Donc ça veut dire qu'on est en train soit de redéfinir la science par les objets, soit d'inventer de nouvelles sciences. En fait, il y a plein de moments mouvants comme ça, dans les catégorisations des sciences et des savoirs, dans la façon d'appréhender le monde. De même que l'objet de l'économie est aujourd'hui partout, dans le politique, le social, le culturel, de même l'objet de la linguistique est sans limite. La langue, selon une intuition de Benveniste, c'est le social même. Oui, puisque on parle, tout le temps on parle, on va au moins échanger des signes. Mais le fait d'échanger des signes, échange, boum, économie. C'est en ça que Barthes va fonctionner au moins en soulevant des analogies. C'est scientifiquement pas extrêmement satisfaisant. C'est d'un point de vue heuristique, du point de vue de ce qui va créer des idées, et je trouve assez gratifiant. Mais est-ce qu'on part dans du délire, de la surinterprétation ? Je vous laisse juge. Bref, soit excès d'ascèse, ça c'est amusant à dire et à écrire, soit excès de faim, fluette ou replète, il aime bien les antonymes, par doublé comme ça. La linguistique se déconstruit. Notamment qui reprend un mot déridien, très contemporain. C'est cette déconstruction de la linguistique que j'appelle, pour ma part, sémiologie. Donc ça va être une linguistique qui est à la fois en deçà et au-delà. C'est ça qu'il appelle déconstruction, ce qui, à mon avis, n'est pas du Derrida à 100%. Il faudrait que je reprenne les dates pour vérifier si je ne fais pas un anachronisme. Vous avez pu voir que tout au long de ma présentation, je suis passé subrepticement de la langue au discours. Pour revenir, parfois sans prévenir, du discours à la langue. Pour revenir, parfois sans prévenir du discours à la langue, comme s'il s'agissait du même objet. Alors là, on a eu l'impression qu'il était un peu léger, mais en fait, il nous a bien eu. Je crois en effet aujourd'hui que sous la pertinence qui est ici choisie, langue et discours sont donc indivisibles, car ils glissent selon le même axe de pouvoir. Il va nous expliquer. Alors, on va rappeler, la langue, c'est finalement, en quelque sorte, l'idéal. Le discours, c'est ce qui réalise l'idéal dans la pratique. Pourtant, à ses débuts, cette distinction d'origine saussurienne, sous les espèces du couple langue-parole, a rendu de grands services. Elle a donné à la sémiologie le courage de commencer. Par cette opposition, je pouvais réduire le discours, le miniaturiser,
en exemple de grammaire. Et de la sorte, je pouvais espérer tenir toute la communication humaine sous mon filet, ici référence à Wittgenstein, tel Wotan et Logne, et Lodge, alors ça c'est une référence que j'ai pas, Harriman, Alberich, métamorphosé en petit crapaud. Alors il faudrait que je google, mais je l'ai pas la ref. Mais l'exemple n'est pas la chose même, on va quand même le googler, parce que j'ai mon téléphone. Wotan, Lodge, Alberich. Boum. Ah, mais ça j'aurais dû le préparer. Alors le filet, c'est une référence à Wittgenstein qui va considérer que le langage va toujours être un filet pour décrire en maille plus ou moins serrée et donc plus ou moins efficace. Ah mais c'est Nibelungen ça. Et c'est Wagner. Ouais, alors là, pourquoi prendre ça? Je pense que c'est vraiment par un mode héroïque comique d'avoir quelque chose de très grand et très épique, ramené de façon un peu ridicule, quoi. Et qui, en même temps, va montrer la métamorphose en petit crapaud. Donc, c'est un peu comme la constance de Planck, finalement, en physique. Mais c'est-à-dire que le langage, il ne peut pas dire complètement. Il peut approcher, il peut approximer, il peut approcher. Et donc, ça va être un filet qui va essayer de saisir, mais qui, saisissant, va aussi transformer. Donc finalement, ici, il y a une façon de filer la métaphore avec un autre hypotexte. Mais l'exemple n'est pas la chose même. Et la chose langagière ne peut se contenir dans les limites de la phrase. Parce qu'en fait, finalement, le monde, même le langage parlé, excède ce qu'on essaie d'en dire. En gros. Ce ne sont pas seulement les phonèmes, les mots et les articulations syntaxiques qui sont soumis à un régime de liberté surveillée. Puisqu'on ne peut les combiner n'importe comment. C'est toute la nappe du discours qui est fixée par un réseau de règles, de contraintes, d'oppression et de répression massives et floues au niveau rhétorique, subtiles et aigus au niveau grammatical. Donc en fait, on se rappelle, la langue est fasciste parce qu'elle impose à dire au niveau de la grammaire, elle impose aussi au niveau de la rhétorique de façon plus subtile, c'est le bien dire, par exemple. Un bien dire qui est très variable, mais qui va opérer. En fait, des axiologisations qui vont nous être extérieures, par exemple. Mais plus largement, on peut noter cette référence, cette métaphore filée du régime de liberté surveillée qui nous rappelle le fascisme, évidemment, dont il était question il y a maintenant 2 semaines. Une liberté surveillée qui montre à quel point cette liberté est donc évidemment conditionnée et que cette surveillance, celle de l'analyse de la langue, mais finalement fait dépérir quelque chose de l'ordre de la langue. En fait, il nous évoque quelque chose de conscient, de réflexif, d'une certaine façon, qui se manifeste dans l'exemple, le fait de découper l'exemple, par exemple, et donc de se détacher de la langue. C'est un autre moment. Et ça, on va le voir aussi avec ces jeux j'allais dire de mots, c'est un peu exagéré, mais de sons déjà, hein, afflux, reflux, tous ces polyptotes qui permettent donc de jouer encore des antonymes, encore de cette bipolarité qu'on a déjà remarqué qui se perpétue. Il persiste l'un sous l'autre comme au jeu de la main chaude. C'est un jeu que je ne connais pas. Ah, peut-être c'est chauffant, je sais pas. La distinction entre langue et discours n'apparaît plus alors que comme une opération transitoire, quelque chose en somme à abjurer. C'est-à-dire en fait finalement que c'est assez ironique, la bipolarisation langue-discours est fausse, mais elle a permis elle a pu être heuristique, elle a pu faire advenir, faire provoquer de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, qui n'auraient pas été possibles sans, quand bien même c'était une modélisation, une espèce de fausseté par rapport du modèle, par rapport à la réalité. Parce qu'un modèle sera toujours plus simple et donc en cela toujours un peu faux que la complexité réelle. On se rappelle l'échelle 1 sur 1. Il est venu un temps où, comme atteint d'une surdité progressive, je n'ai plus entendu qu'un seul son, celui de la langue et du discours mêlé. Donc il n'y a plus de pensée, par exemple, de ce qui peut être un écart
entre la langue et le discours. La linguistique m'a paru, alors, travailler sur un immense leurre sur un objet qu'elle rendait abusivement propre et pur, en s'essuyant les doigts à l'écheveau du discours, comme Trimalcion au chevet de ses esclaves. Donc, toujours cette analogie culturelle assez lourde. Quand même. La sémiologie serait dès lors ce travail qui recueille l'impur de la langue. Le rebut de la linguistique, la corruption immédiate du message. Rien de moins que les désirs, les craintes, les mines, les intimidations, les avances, les tendresses, les protestations. Les excuses, les agressions, les musiques dont est faite la langue active. Et bien sûr, quelque chose d'érotique dans cette mention d'une langue active. Alors, ici, finalement, cette fausse bipolarité du modèle, elle va finalement pas être tellement refusée par Barthes quand on regarde de près, mais elle amène Barthes à se poser du côté de ce qui est relégué, de ce qui est impur. Donc, voilà, la pratique, j'allais dire pure, évidemment, là je vais commencer à complexifier, mais la pratique proprement dite, plutôt que cette espèce d'idéal de la langue, des règles idéales, il n'est pas ici dit, les choses ici ne sont pas dites en termes finalement matérialistes, mais très essentialistes. Parce que c'est impur de la langue, déjà on va noter comment on a un article défini, l'impur de la langue, singulier, qui typifie, qui essentialise. Des paraphrases en épithète détachée, le rebut de la linguistique, corruption immédiate du message, tout ça, boum, ce sont des choses qui permettent de redéfinir. Et donc, quand même, rebut, corruption, bon, voilà, ça me parle de déchets, mais de déchets qui ont aussi des valeurs morales avec la corruption. Morale et potentiellement érotique, ou en tout cas sensuelle. Et donc, effectivement, on arrive tout de suite sur toute une énumération avec des termes psychologiques, désir, crainte, etc. Tout ce qui serait exprimé, mais non saisi par la linguistique, le serait par la sémiologie. Ça me paraît utopique, mais c'est beau. Et donc, on a vraiment toutes ces choses qui sont... Il n'est pas loin de ramener à une distinction entre énoncé et énonciation ici. On continue. Je vais quand même essayer de finir, donc j'accélère un peu. Je sais ce qu'une telle définition a de personnel. C'est la sienne. Je sais ce qu'elle m'oblige à taire. Intéressant tout à l'heure qu'il était obligé de dire. En un sens, et bien paradoxalement, toute la sémiologie, celle qui se cherche et s'impose déjà comme science positive, c'est-à-dire scientifique des signes, et qui se développe dans des revues, des associations, des universités et des centres d'études. Évidemment, c'est une belle prétérition. Il dit ce qu'il est obligé de taire. Donc il ne le tait pas. Donc, on a ici à nouveau une bipolarisation, cette fois entre personnel et scientifique. Il n'a pas tort. Le scientifique, c'est ce qui va s'inscrire dans une communauté scientifique et répondre à des valeurs scientifiques, mais notamment à cette pratique du peer-to-peer. Et il le sait bien, c'est une institution, c'est pour ça qu'il mentionne les revues, etc. Et il voit bien que cette discipline qu'il a largement contribué à fonder, il n'en est pas le représentant le plus scientifique, le plus adéquat finalement, le plus idoine. C'est aussi cela qui le rend intéressant, on le sait bien. Donc c'est ça qui se cherche et s'impose, science positive, positive signifie scientifique, ça c'est vraiment un mot du 19e, c'est celui qui a donné positivisme. Donc les revues, les associations, les universités, les centres d'études, tout ça ce sont des institutions qui vont faire science. Il me semble cependant que l'institution d'une chaire au Collège de France entend moins consacrer une discipline que permettre à un certain travail individuel, à l'aventure d'un certain sujet, égal M. Roland Barthes, de se poursuivre. Ça reste une institution. Et donc finalement, il y avait quelque chose qui était institution versus individu, mais il dit j'ai une institution individuelle, grâce au Collège de France, institution collective, mais qui laisse cette place à l'individu. Or, la sémiologie, en ce qui me concerne, est partie d'un mouvement proprement passionnel. Y a-t-il plus individuel que la passion ? Je vous renvoie peut-être au livre des copies d'en finir avec la passion. Évidemment, c'est encore autre chose. Il m'a semblé, à l'entour de 1954,
qu'une science des signes pouvait activer la critique sociale. C'est intéressant. Donc là, en fait, c'est un peu l'ouverture des cultural studies, mais avec une mention sociale. C'est bien marqué comme quelque chose de gauche et inscrit dans la société, profondément dans les sciences humaines, et non pas dans la tour d'ivoire dans laquelle se réfugient parfois les études littéraires. C'est pas trop mon cas. Et que Sartre, Brecht et Saussure pouvaient se rejoindre dans ce projet. 3 grands noms, hein, l'existentialisme pour une nouvelle écriture de l'engagement, une littérature réellement de l'engagement avec Brecht, mais aussi la littérature de ce qu'on appelle le Verfremdungseffekt, c'est-à-dire l'effet de... c'est pas d'étranchement, de distanciation, je sais plus le traduire en français, c'est par exemple les pancartes chez Brecht. C'est-à-dire que un des principes du théâtre épique brechtien, c'est de voir et en même temps de ne pas être pris dans le flux. Alors ça fait que c'est un théâtre où c'est pas censé être immersif, c'est censé vous faire réfléchir. Donc forcément, on vous en fait sortir. Mère Courage, chez Brecht, n'est pas quelqu'un d'admirable, en fait. Et ça, on a un peu de mal à s'en rendre compte quand on voit ce qui est devenu le mot Mère Courage. Mais c'est ironique chez Brecht. Et Saussure, c'est l'inventeur du concept d'arbitraire du signe. On se rappelle, insignifiant. On a le cratilisme d'un côté, représenté par Cratyle, ça c'est le titre d'un livre de Platon, à partir du nom d'un philosophe, Cratyle, qui pense que la langue est motivée, par exemple par la ressemblance. Ça c'est ce qu'on a dans les onomatopées. Boum, ça ressemble à boum. Sauf que ça change selon les langues, mais bon. C'est motivé, c'est-à-dire que ça a du sens. Et l'arbitraire du signe, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre signifié et signifiant. Par exemple, votre nom. Ce que vous êtes et votre... Et en même temps, ça peut modeler. C'est ça qui est intéressant, c'est là où ça va creuser, etc. Pouvait se rejoindre dans ce projet. Donc en fait, on a quelque chose, voilà, donc sur la pensée du signe, telle qu'elle s'invente à l'orée du XXe siècle, quelque chose sur 2 façons de penser littérature et engagement, on va le dire en gros. Il s'agissait en somme de comprendre ou de décrire comment une société produit des stéréotypes. Ce sont des signes convenus, des stéréotypes. C'est-à-dire des combles d'artifice qu'elle consomme ensuite comme des sens innés, c'est-à-dire des combles de nature. Et ça, c'est très intéressant. On va se rappeler que la distinction entre nature et culture n'existe pas avant le XXe siècle. Elle est l'œuvre de plusieurs sciences et plus largement de plusieurs entreprises du savoir. D'abord, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une naturalisation. Alors ça, c'est pas un concept, non, ça, c'est pas un concept qui est vraiment mis en place, mais c'est-à-dire que cette naturalisation, elle apparaît avec ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la laïcisation du monde. Je vous renvoie notamment à Marcel Gauchet qui montre que cette laïcisation, en fait, elle est assez fausse. Hein. Elle va garder le sacré, mais elle va lui donner de nouveaux atours. Je suis assez d'accord avec ça, j'étudie Renan. À ceci va s'ajouter, en fait, que finalement, cette sécularisation, c'est-à-dire qu'on entre dans le siècle. Il faut se rappeler, il y a un clergé régulier, celui de la règle des monastères, un clergé séculier, c'est celui du siècle qui vit avec le reste du monde. C'est ça, séculier, sécularisation. C'est qu'on est dans le monde, c'est l'entrée dans le monde. Cette entrée dans le monde, c'est aussi une laïcisation, c'est-à-dire c'est donc le recul officiel du sacré, notamment des explications divines dans les sciences. C'est le recul de la théologie. Mais donc ça, on va le voir, notamment en Occident, un des premiers à faire ça, c'est Spinoza. C'est quand Spinoza invente cette nature naturante qui remplace Dieu. Mais qui est aussi une forme de déisme. Ça ne veut pas dire que Spinoza est quelqu'un d'absolument athée. Je fais l'objectif parce qu'en fait, je pense qu'il y a une poussière qui empêche la mise au point. Donc, on a là, voilà, on a ce moment-là qui va commencer avec Spinoza et qui va se poursuivre au fur et à mesure et qui se poursuit avec plein de phénomènes et de facteurs en même temps, notamment cet essor des sciences naturelles, c'est-à-dire leur développement que je mentionnais tout à l'heure au XVIIIe siècle, avec cette invention des catégorisations. Ça existait déjà les catégorisations, hein, mais on n'est plus en théologie, par exemple, ni en métaphysique. On parle du réel. Ça change beaucoup de choses. Et en même temps, on va avoir donc cette dénomination du monde par, j'allais dire des hommes et me reprendre, mais en fait oui ce sont des hommes, hein, Linné, etc. Cette dénomination du monde, c'est un geste extrêmement fort. Qui c'est qui nommait ou dénommait les choses du monde avant? C'était Adam.
Bien sûr, ça c'est une théorie linguistique dont tout le monde sait qu'elle est insuffisante. Mais non seulement c'est fondateur pour la communauté scientifique, le double nom dans la nomenclature linnéenne permet un échange, une identification, on va dire, universelle. C'est toujours ça qui est en place. Mais donc, c'est ça, une république la communauté scientifique, c'est le même projet que la République des lettres pour les sciences. Et c'est encore plus fort. C'est réellement plus fort. Et je pense que les lettres y sont incluses, mais qu'elles n'en sont plus le chapeau, le chapiteau, enfin voilà, l'étoile des rois mages. Et donc à ce niveau-là, donc voilà, on a ça. Et cette sécularisation, elle se fait donc par une naturalisation. Globalement, la nature ayant horreur du vide, elle va remplacer Dieu par la nature. C'est-à-dire que des explications qui étaient théologiques, métaphysiques, c'est Dieu qui a assigné à l'homme et à la femme leur rôle, par exemple. Dieu l'a voulu ainsi. Et donc on va gloser sur la côte d'Adam ou ce genre de choses. Explication théologique. Ça va être remplacé par des explications scientifiques, et c'est lié à leurs anatomies. Et c'est ça qui s'opère vraiment au XIXe siècle, et c'est ce moment-là qui fait que les sciences naturelles sont le grand parangon de scientificité au XIXe siècle, notamment parce que les sciences naturelles fournissent des explications pour les phénomènes sociaux et des modèles de pensée pour les sciences, notamment ceux qu'on n'appelle pas encore les sciences sociales, ce qui chez Renan ne s'appelle pas sciences humaines, mais qui s'appelle déjà sciences de l'humanité. On y est. Or, Renan est un des grands penseurs de la distinction entre sciences naturelles, de la nature, et sciences humaines, c'est-à-dire de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sympas. Il n'y a pas les sciences humaines et les sciences inhumaines. Voilà, sciences de l'humanité, c'est qui ont l'humanité pour objet. Et donc là, on commence à avoir une distinction entre nature et culture sur qu'est-ce qui produit quoi. Mais quand les mêmes démarches et les mêmes pensées et le même évolutionnisme, en gros, ou transformisme, ou transformationnisme, c'est-à-dire la même façon dont les choses vont se développer va se retrouver dans toutes les sciences, et bien en fait, on n'a pas distingué nature et culture. On commence à le faire seulement. C'est-à-dire, par exemple, chez Renan, il va supposer que les langues sont un produit de l'esprit humain, et ces langues, les religions, etc., à peu près tout, ces langues vont se développer selon des règles qui sont en fait des lois de sciences naturelles. Et qui sont, pour une partie, inspirées des sciences naturelles. Bon, mais là, on n'a pas séparé nature et culture. Ou nature et humanité. Une autre façon de le dire. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de mon postdoc, en entrant par les féministes. Cette séparation nature-culture, elle se fait vraiment au début du XXe siècle, mais elle est progressive, c'est-à-dire quand en fait on va se rendre compte de ce naturalisme. Le naturalisme, ce n'est pas seulement un mouvement littéraire, une école littéraire, c'est le fait de naturaliser, c'est-à-dire de donner des espèces d'explications naturelles. Et je vous renvoie à Colette Guillaumin, je vais acheter le bouquin pour en faire une vidéo. La nature, c'est le nouveau nom des dieux. C'est en fait le nom de l'ordre social. C'est-à-dire, quand on va décrire ce qu'on veut qu'il soit, ou parfois qui est, comme ce qui doit être, ce qui devait être pour des raisons divines, explication théologique, le devient pour des raisons naturelles. C'est dans la nature que, je sais pas moi, les hommes battent les femmes, par exemple. Parce qu'ils sont plus forts, ils ont mangé plus de viande. Voilà. Et puis c'est ça le barbecue. Bon. On voit ? Évidemment, je schématise. Mais voilà, c'est ça qui va se passer. Et donc, finalement, dans cette recherche du stéréotype, Barthes nous définit ici le stéréotype comme le summum du signe, donc la plus grande artificialité, puisque c'est quelque chose finalement qui, d'un point de vue sémiotique, c'est-à-dire de l'ensemble, voilà, que constituent les signes et l'étude de la circulation des signes, en fait, le stéréotype, c'est le moment où les signes se sont figés de façon convenue et sont vus comme de suffisamment figés pour qu'on en fasse une définition de ce qu'est la nature, ou qu'on puisse donner une explication naturelle à ce figement des signes, qui peut être par exemple la différenciation sexuée. On y est ? Et c'est pas facile. C'est bien, hein ? Moi j'adore. Donc c'est très paradoxal. Mais moi c'est ces paradoxes-là qui m'intéressent, parce qu'en fait là ils sont assez forts. Parce que bien sûr que
Même les sciences peuvent se planter, se sont beaucoup plantées sur ces questions-là. Et donc, elles sont guidées, mais elles sont aussi productrices de ces stéréotypes. Lui, il va plus large que les sciences, c'est tous les discours. J'ai oublié de me faire une miniature. On y va. Donc ça, c'est beau. C'est vraiment beau. La sémiologie, ma sémiologie du moins, donc là, on voit encore, tu vois, ce paradoxe-là, entre individuel et science, il arrive carrément au niveau de la formule. Est née d'une intolérance à ce mélange de mauvaise foi et de bonne conscience qui caractérise la moralité générale. Alors, mauvaise foi, bonne conscience, bien sûr, concept sartrien. Mais, voilà, qui caractérise la moralité générale, donc sur cette espèce de paradoxe, qui n'est surtout pas senti comme paradoxe, et que Brecht a appelé, en s'y attaquant, le grand usage. La langue travaillée par le pouvoir en italique, tel a été l'objet de cette première sémiologie. Parce que les stéréotypes, en disant ce qui est nature, disent ce qui doit être et donc constituent le pouvoir le plus autoritaire, puisqu'il n'a même pas besoin de punir pour s'imposer. Et là, ça c'est moi qui le dis et qui l'explique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas punitif aussi. Mais qui va formater, finalement, former, modeler, bien au-delà de ça. La sémiologie s'est ensuite déplacée, elle s'est colorée différemment tout en gardant le même objet politique. Car il n'y en a pas d'autre, on s'en rappelle, tout est politique. Ce déplacement, et puis parce que comme la sémiotique elle est là pour étudier le pouvoir et la façon dont les choses deviennent du pouvoir, bah, évidemment tout est politique. Ce déplacement s'est fait parce que la société intellectuelle a changé, ne serait-ce qu'à travers la rupture de mai 68. Et là, on est sur des circonstances historiques contingentes. D'une part, des travaux contemporains ont modifié l'image critique du sujet social et du sujet parlant. Là, on est vraiment sur pas de l'histoire intellectuelle, l'histoire des savoirs, une histoire récente, ça ne fait que 10 ans quand Barthes parle. Modifie donc l'image du sujet social et du sujet parlant. Bon ben voilà. D'où tu parles ? Grande phrase de 68. D'autre part, il est apparu que dans la mesure où les appareils de contestation se multipliaient, le pouvoir lui-même, comme catégorie discursive, se divisait, s'étendait comme une eau qui court partout. Chaque groupe oppositionnel devenant à son tour et à sa manière un groupe de pression et en tenant en son propre nom le discours même du pouvoir, le discours universel. Une sorte d'excitation morale a saisi les corps politiques et lors même que l'on revendiquait en faveur de la jouissance, c'était sur un ton comminatoire. Alors, on va le reprendre ça. Donc il est apparu. Moi, ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est vraiment dur aussi. On est quand même sur un texte qui est difficile et qui méritait bien d'en discuter pendant à peu près 6 heures. Un peu moins, j'exagère, 3 heures. 3 heures, 4 heures. Donc, on l'a vu, d'une part, d'autre part. D'une part, c'est au niveau de l'histoire, on va dire, intellectuelle des savoirs, histoire intellectuelle. Et d'autre part, histoire sociale politique, pour autant que ces distinctions ont du sens, on s'en rappelle. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'appareil réflexif, les sciences, les savoirs, et de l'autre, l'objet lui-même qui se transforme, parce que 68, évidemment, c'est un moment de rupture, et c'est aussi un moment, on va dire, d'explosion d'effervescence, si on veut bien me passer ces métaphores usées, qui se manifeste par donc différents types de contestation, de savoir, c'est là où c'est la période de créativité, par exemple, moi, voilà, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le MLF qui s'en dégage, quelques années après. Mais le situationnisme, de nouveaux modes politiques, les happenings, les manifestations, enfin, voilà, tout ce qu'on peut inventer, mais aussi les attentats, façon action directe en France, les Bleiaren en Allemagne, les années de plomb, qui sont aussi présentes en Italie. Bon, toute cette effervescence, voilà. Effervescence qui n'est pas non plus entièrement politique, et qui se fait au nom notamment donc de jouissance-désir. Là on est vraiment sur 68, les grands mots de 68, plus que du ML. Mais mots de jouissance-désir qui deviennent eux-mêmes autoritaires et qui en fait reconduisent un ordre tout en se présentant comme des contre-pouvoirs, ou qui reconduit un pouvoir tout en étant un contre-pouvoir. Eh bien, moi je dirais, exemple, pour illustrer ça, en ne remettant pas en question la différenciation sexuée et en appelant à la liberté sexuelle, on demande juste aux femmes de se laisser baiser, au nom de leur désir. Et on leur demande d'avoir un désir
finalement assez normé. J'ai évidemment pris cet exemple au hasard. C'est pas forcément ce que pense Barthes, mais moi c'est comme ça que je le comprends. On a vu ainsi la plupart des libérations postulées, celles de la société, de la culture, de l'art, de la sexualité, s'énoncer sous les espèces d'un discours de pouvoir. Évidemment, c'était plus large que le simple cul. Mais c'est, dans le fameux Il interdit d'interdire, il y a, en fait, si je le paraphrase, qui devient obligé de transgresser, notamment. Et que cette transgression, en plus, elle a un modus operandi. On se glorifiait de faire apparaître ce qui avait été écrasé sans voir ce que, par là, on écrasait ailleurs. C'est pas seulement qu'on va reconduire, par exemple, un discours colonial. C'est... Je pense que Barthes est plus essentialiste et plus abstrait en même temps. Et parce que plus abstrait, plus essentialiste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Est-ce que abstrait, c'est forcément essentialiste et idéaliste? Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Si la sémiologie dont je parle, ou est-ce que toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes? Si la sémiologie dont je parle est alors revenue au texte, avec une majuscule, c'est que, dans ce concert de petites dominations, le texte, lui, est apparu comme l'index même du dépouvoir. Le texte contient en lui la force de fuir infiniment la parole grégaire, celle qui s'agrège, quand bien même elle cherche à se reconstituer en lui. Parce que le texte, il va être individuel, parce que le texte, il va rester subversif, parce que le texte, il va faire jouer sans finalement fixer. Je vous renvoie à la vidéo sur la mort de l'auteur et à la vidéo de la semaine dernière. Quand bien même elle cherche à se constituer en lui, elle repousse toujours plus loin, et c'est ce mouvement de mirage que j'ai essayé de décrire et de justifier tout à l'heure. Donc ça, c'était pour nous la semaine dernière. En parlant de la littérature, il repousse ailleurs vers un lieu inclassé, atopique, topique, topos, lieu, donc hors lieu. Il dit pas utopique, il dit atopique. Ni hétérotopique, mais ça c'est Foucault. Et comme les peaux atopiques en fait. Non, pas du tout. Con, Stéphie. Alors, atopique, si l'on peut dire, loin des topoi de la culture politisée, topoi, topos, topoi, les lieux obligés, les stéréotypes. De la culture politisée, cette contrainte à former des concepts, des espèces, des formes, des fins, des lois, ce monde des cas identiques dont parle Nietzsche. Il soulève faiblement, transitoirement, cette chape de généralité, de moralité, d'indifférence, séparons bien le préfixe du radical, ça s'appelle une tmèse comme figure de style, qui pèse sur notre discours collectif. Alors le discours collectif, ça va être quelque chose. Le stéréotype, il fonctionne par grégarité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de collectif dans le stéréotype, évidemment, parce que comme c'est le code de tous et dans lequel tous vont se retrouver, il peut faire topoi, le lieu commun, littéralement commun. Et donc on va comprendre et qu'on va naturaliser, c'est-à-dire que ça devient la nouvelle loi, la nouvelle règle, que l'on s'en rende compte ou pas. C'est ce qui est. Et donc, dans ce qui est, finalement, il y a cette volonté de former des cases identiques, donc bon, citation nietzschéenne, peut-on faire à la fois plus idiosyncratique et plus stéréotypé. Boum, ça c'était ma petite mandale symbolique. Allez, non, c'est un petit taquet, c'est juste un taquet, c'est pas une mandale. Mais en tout cas, ça sort de cette catégorisation du langage, de la linguistique en particulier, mais du langage tout court, parce que c'est le lieu où le langage bouge, on s'en rappelle, et donc ça devient un lieu d'indifférence, c'est-à-dire à la fois l'indifférence, on se rappelle son importance, notamment pour l'amener au XIXe siècle, mais ça je ferai une vidéo là-dessus dans longtemps, mais c'est aussi le lieu d'indifférence, donc il va suspendre la différence par lever ou suspendre des catégorisations, ou relativisation des catégorisations. Et donc évidemment de la moralité, etc. Moralité, généralité. Tout ce qui est à la fois collectif et qui va imposer une règle. La littérature et la sémiologie en viennent ainsi à se conjuguer pour se corriger l'une l'autre. Donc il faut bien que la sémiologie soit pas la littérature pour se corriger et inversement. Parce que, pourquoi la littérature va se mêler à la sémiologie? Parce qu'une conscience plus accrue va amener plus de jeu,
hein, sémiologique, sémiotique dans la littérature. D'un côté, le retour incessant au texte, ancien ou moderne, la plongée régulière dans la plus complexe des pratiques signifiantes, à savoir l'écriture, puisqu'elle s'opère à partir de signes tout faits. Donc à partir de signes tout faits, comment faire quelque chose qui n'a jamais été fait? C'est ça, la littérature, telle que l'a décrit Barthes. Oblige la sémiologie à travailler sur des différences, les fameux écarts qu'on trouve chez Genet, et la retiennent de dogmatiser, sauf que Genet c'est le génie de la catégorie et de ce qui lui échappe, hein, et la retiennent de dogmatiser, de se prendre pour le discours universel qu'elle n'est pas. Elle peut pas, puisque ça devient un discours idiosyncrasique d'individualité, pas de personne, de texte. Et de son côté, le regard sémiotique posé sur le texte oblige à refuser le mythe, auquel on recourt ordinairement pour sauver la littérature de la parole grégaire, dont elle est entourée, pressée, et qui est le mythe de la créativité pure. Le signe doit être pensé ou repensé pour être mieux déçu. Ça va être ça, le cheval de Troie. On sait, on connaît les formes. On va jouer du stéréotype, on va le miner de l'intérieur, on va le remotiver, on va le bouger. Tac, 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 tac. On a compris. Nouveau paragraphe, on a ce tiré là. La sémiologie dont je parle est à la fois négative et active. On se rappelle, il s'oppose à la sémiologie positive. Donc il y a un petit jeu là-dessus. Quelqu'un en qui s'est débattu toute sa vie pour le meilleur et pour le pire, cette diablerie, le langage, ne peut qu'être fasciné par les formes de son vide qui est tout le contraire de son creux. Alors ce quelqu'un c'est lui, hein, on a compris, par lui à la troisième personne, par une forme de modestie. Voilà. Donc, on va noter ici les formes passives qui font que finalement il est un réceptacle, un creuset bien plus que quelqu'un qui aura voulu ceci, ça, c'est une forme de modestie, ça nous amène aussi du côté des luttes de quelqu'un qui aura lutté des luttes de Dieu en acceptant ça. Voilà, c'est diablerie a quelque chose en plus d'un peu pépé qui cause. Pour le meilleur et le pire, cette diablerie, le langage ne peut qu'être fasciné par les formes de son vide, donc de ce qui n'est pas dit, et pas de ce qui est dit en creux. Donc c'est le vrai indicible. On a encore Wittgenstein derrière. La sémiologie proposée ici est donc négative, ou mieux encore, quelle que soit la lourdeur du terme, apophatique, non en ce qu'elle nie le signe, mais en ce qu'elle nie qu'il soit possible de lui attribuer des caractères positifs fixes anhistoriques, parce qu'en fait tout va être relativisé, et voire même et même cela au sein de chaque texte, donc des caractères positifs fixes anhistoriques. En fait on ne pourra pas en faire une encyclopédie, ni une catégorisation. Un historique, corporel, bref, scientifique. Cet apophatisme emporte au moins deux conséquences qui entraînent directement l'enseignement de la sémiologie, nouveau paragraphe, mais pas de trait. La première est que la sémiologie, bien qu'à l'origine tous les prédisposats, puisqu'elle est langage sur les langages, ne peut être elle-même un métalangage. C'est précisément en réfléchissant sur le signe qu'elle découvre que toute relation d'extériorité d'un langage à un autre est, à la longue, insoutenable. C'est important, le à la longue passé en italique. Le temps use mon pouvoir de distance, le mortifie fait de cette distance une sclérose, je ne puis être à vie hors du langage, le traitant comme une cible, et dans le langage, le traitant comme une arme. Donc en fait, il y a quelque chose de pas fonctionnel, qui ne marche pas, dans le fait que la sémiotique sait qu'elle est à distance du langage, mais que pourtant elle l'utilise. Et ça ne marche pas, et ça se sclérose. S'il est vrai que le sujet de la science est ce sujet-là qui ne se donne pas à voir, donc parce que le parlant, je l'oublie, et que c'est en somme cette rétention du spectacle que nous appelons métalangage, rétention du spectacle, ça veut dire qu'on va retenir le fait que ce soit visible, et ça n'est pas visible parce que on parle. Et c'est ce que je fais quand je raconte la vidéo. Il y a quand même cette naïveté qui est de croire que je puisse faire des vidéos et que la langue est capable de cela. Quand bien même je parle toute seule face à une caméra, je suis dans cette adresse à vous, peut-être à toi, à un tu. C'est ça que fait le jeu. C'est qu'il est toujours dans cette naïveté possible. Et c'est aussi pour ça que Barthes parle de lui-même. Parce que se définissant comme un jeu, ce n'est pas qu'il va redéfinir le tu ou le vous en face. Il a des auditeurs, auditrices, au Collège de France. C'est même pas la question. C'est que ce faisant, ce qui redéfinit, c'est l'acte même d'énonciation. Possible par ce jeu qui ne cesse de se définir lui aussi. Je réponds ici à un commentaire que j'ai eu la semaine dernière sur la définition du sujet barthésien. Peut-être pas si naïf finalement.
Mais encore une autre question. Et moi, le disant, je me dis que finalement, et là je repense aussi à Wittig, encore et toujours, et que finalement que de te disant, peut-être que je t'oublie. Et ça, c'est une idée que je vais essayer de creuser ensuite. Mais en ce moment, j'arrête pas de creuser des idées, ça m'amène à beaucoup de papier que je découpe. J'ai toujours aimé ça, le papier découpé. C'est le spectacle même de cette bizarre coïncidence, de ce strabisme étrange qui m'apparente aux faiseurs d'ombre chinoises, les illusions, hein, lorsqu'ils montrent à la fois leurs mains et le lapin, le canard, le loup dont ils simulent la silhouette. On va montrer le tour et on va montrer en même temps cette coïncidence. C'est-à-dire que l'effet que ça va faire tout en montrant comment ça fonctionne. Et si certains profitent de cette condition pour dénier à la sémiologie active, celle qui écrit tout rapport avec la science, il faut leur suggérer que c'est par un abus épistémologique qui commence précisément à s'effriter en italique, que nous identifions le métalangage et la science comme si l'un était la condition obligée de l'autre, alors qu'il n'en est que le signe historique donc récusable. Donc finalement, le fait qu'il y ait un métalangage aurait pu être la science, et ça c'est ce qu'on a cru à un moment, alors qu'en fait ça aussi c'est un stéréotype ou une fausse idée qui a fait son temps et dont on a conscience. Et donc c'est justement ça qui montre que la scientificité est en train de se renouveler et de se déplacer. Comme un autre scientifique, dont les critères sont ailleurs, peut-être que, soit dit en passant, ce qui est proprement scientifique, c'est de détruire la science qui précède. Oui et non. En histoire des sciences, je vous renvoie à Thomas Kuhn, à ce qu'est un paradigme. En tout cas, l'idée, le paradoxe est séduisant. Mais c'est pour une part, oui, de détruire. On va se rappeler, hein, la falsifiabilité, c'est un critère absolument essentiel pour Karl Popper, c'est-à-dire que la forme des énoncés scientifiques doit pouvoir être contredite. Ce qui ne signifie pas sera contredite. Et donc, au fur et à mesure de la science, on va bien détruire, si on regarde quelqu'un comme Popper, les axiomes, les résultats précédents, au moins en détruisant par exemple une partie d'application. Là, ça nous ramène plutôt à Thomas Kuhn. Thomas Kuhn avec le paradigme, la science normale, etc., qui va se renouveler régulièrement. Et pour Kuhn, ça passe surtout par aussi des changements générationnels, mais avec ses réponses à d'autres. Alors, Barthes emploie des mots quand même assez grands, presque romantiques, hein, ou même romantiques, il y a quand même du romantisme chez Barthes. Là, on est proche d'une pensée des avant-gardes, en fait, c'est beaucoup plus modeste, hein, les avancées de la science, c'est quand même rare de mettre vraiment à bas la scientificité d'un domaine, hein. Ça, on n'est plus à ces âges-là. Mais il y a quand même des tendances. Et je voulais encore dire autre chose que j'ai oublié, mais c'est pas si mal. La sémiologie a un rapport avec la science, mais ce n'est pas une discipline. C'est la seconde conséquence de son apophatisme. On se rappelle, il y en a un, ces deux. Quel rapport? Un rapport ancillaire. Ancillaire, on se rappelle, Ankyla, c'est la servante, hein, donc de subordination. Elle peut aider certaines sciences, en être un temps la compagne de route, leur proposer un protocole opératoire. Donc en fait, il fait de la sémiologie, finalement, une espèce de science ultime. Non pas par scientificité, mais en tout cas par, on va dire, reconnaissance, nouveau, démarche. À partir duquel, donc protocole opératoire, à partir duquel chaque science va spécifier la différence de son corpus. Donc ça amènerait d'autant plus de spécification, c'est-à-dire de précision. Ainsi, la partie de la sémiologie qui s'est le mieux développée, à savoir l'analyse des récits, je vous ai cité tout à l'heure, Brémond, Grémas, peut rendre des services à l'histoire, ici avec un grand H, que je déteste, hein, moi, me faites pas ça en copie, à l'ethnologie, à la critique des textes, à l'exégèse, à l'iconologie. Toute image est d'une certaine façon un récit, j'en suis persuadée. Autrement dit, la sémiologie, alors j'en suis persuadée, mais j'espère qu'on y reviendra. Là, vraiment, j'aimerais que les historiennes de l'art répondent et relèvent le gant. Autrement dit, la sémiologie n'est pas une grille. Elle ne permet pas d'appréhender directement le réel en lui imposant un transparent général qui le rendrait intelligible. Ça, c'est vraiment le Wittgenstein pour les nuls.
Le transparence, on se rappelle, c'est quand on faisait... quand on mettait sur le rétroprojecteur avant les ordinateurs et tout dans la salle de classe, cette photocopie transparente, boum, pour projeter. Et donc ça, on va par exemple mettre un transparent pour légender une photographie, un tableau, etc. en le projetant. Et ça, c'est, voilà, là, on voit qu'il y a des péremptions banales, visuelles, triviales. Le réel, elle cherche plutôt à le soulever, oh oui, soulève le réel, par endroits et par moments, et elle dit que ces effets de soulèvement du réel, et je voudrais bien qu'on soulève la Terre toutes et tous ensemble, sont possibles sans grille, donc sans cette sémiotique. C'est même, et par exemple en littérature, c'est même précisément lorsque la sémiologie veut être une grille qu'elle ne soulève rien du tout. C'est-à-dire quand elle devient trop scientifique et cherche le général plutôt que le singulier. De là vient que la sémiologie n'est dans un rôle de substitution à l'égard d'aucune discipline. Elle n'en remplace aucune, donc. J'aurais... Remplacer les toutes. Non, ça marche pas. J'aurais souhaité que la sémiologie ne prît ici la place d'aucune autre recherche, mais au contraire les aida toutes, qu'elle eût pour siège une sorte de chair mobile, joker du savoir d'aujourd'hui, comme le signe lui-même l'est de tout discours. Ah si, évidemment, quand il dit joker, il ne faut pas penser à Batman, il faut juste penser à la carte. Donc c'est-à-dire qu'il va tout remplacer, mais c'est-à-dire en fait il aurait voulu une espèce de science béquille, et non pas comme une science chapeau ou chapiteau comme la philosophie pour Renan, c'est-à-dire finalement quelque chose qui permettra d'appréhender tout signe, et donc ici, et donc toute façon d'échanger, de communiquer. On a bien du langage aussi, hein, à niveau moléculaire, etc. En quoi la sémiotique pourrait aider? Cette sémiologie négative est une sémiologie active. Oui, bien sûr, c'est érotique. Elle se déploie hors de la mort, et c'est bien sûr aussi métaphysique, comme toujours. On est chez Barthes. Donc, elle est active parce qu'il va se passer quelque chose, et elle se déploie hors de la mort parce qu'elle va être éminemment vitale. On se rappelle qu'il y a du romantisme chez Barthes. J'entends par là qu'elle ne repose pas sur une sémiophysis, une naturalité inerte du signe. On s'en rappelle, on l'a évacué, j'ai fait tout un cours là-dessus. Tout un développement. Mais c'était pas loin du cours. Et qu'elle n'est pas non plus une sémioclastie, une destruction du signe, comme il y a les iconoclastes. Elle serait plutôt, pour continuer le paradigme grec, une sémiotropie tournée vers le signe. Elle en est captivée, le reçoit, le traite et au besoin limite comme un spectacle imaginaire. Donc elle va en comprendre la dimension spectaculaire, historique, l'activer et en même temps l'analyser. Et c'est en ça qu'il n'y a plus de distinction entre langue et discours. Parce qu'il faut bien qu'elle mette en spectacle pour montrer le fonctionnement. Et donc le discours et la langue sont enchevêtrés, étroitement entremêlés. Le sémiologue serait en somme un artiste. Ce mot ici n'est ici ni glorieux ni dédaigneux. On se rappelle toutes les approximations éthiques. On va voir pourquoi artiste. Il se réfère seulement à une typologie, des formes de catégorisation et d'appréhension du réel, mais surtout de la production des choses. Et ici, on verra que cette production, c'est une production de savoir épistémologique. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des artistes du savoir. Ils jouent des signes comme dans leur conscient, dont ils savourent, veut faire savourer et comprendre la fascination. Alors on se rappelle, savoir, saveur, ça va ensemble, mais on va aller un peu plus loin. Ils jouent des signes comme dans leur conscient, dont ils savourent, faire savourer et comprendre la fascination. Donc il comprend comment ça fonctionne et il va le reproduire pour l'expliquer. Et tout ça, bon, il le met en action. On note toutes ces figures de style au fur et à mesure de ces textes. La fascination, c'est le fait, c'est toujours mortel la fascination parce que c'est ce qui va vous fixer. Comme Méduse vous fixe. Le regard de Méduse. C'est un regard qui littéralement fascine. Le signe, du moins le signe qu'il voit, est toujours immédiat, réglé par une sorte d'évidence qui lui saute au visage comme un déclic de l'imaginaire. C'est exactement ce qui se passe dans les mythologies. C'est ça, ces évidences. C'est une évidence qui ne l'est plus. C'est une telle évidence que ça vous saute à la gueule que c'est une évidence. Et donc c'est un stéréotype, et donc ça n'a rien d'évident. C'est ça, tout le paradoxe d'une évidence, quand on la repère comme une évidence. C'est qu'on peut démonter ce caractère naturel. Le déconstruire. Comme un déclic de l'imaginaire. Poum! Alors c'est intéressant parce qu'il passe par l'imaginaire pour le comprendre.
Parce que c'est aussi par l'imaginaire qu'on va commencer à avoir ces explications et tester des hypothèses, en fait. Et c'est pour cela que la sémiologie, devrais-je préciser de nouveau la sémiologie de celui qui parle ici, alias lui-même, n'est pas une herméneutique. Une herméneutique, c'est une interprétation. Elle peint plutôt qu'elle ne fouille, via di porre, plutôt que via di levare. Alors là, moi l'italien. Donc elle va peindre plutôt qu'elle ne fouille, à mon avis. Ah, tiens, on va quand même googler ça. Donc la voix di porre. Ah mince, j'ai enlevé le truc. Oh, ok, c'est pas ça que je voulais. Il y a plein de mots comme ça hein, qu'il ne faut pas hésiter à chercher quand on bosse, et puis pour d'autres, des fois on ne le fait pas. Hop. Ça me dit empérant. Ah! Alors, je tombe sur une explication. Ah, c'est par rapport, c'est une allusion à Léonard de Vinci. Deux manières de produire de l'art, ça c'est intéressant. Per via di porre ou per via di levare, donc mot à mot par l'addition di porre, en ajoutant, ce qui pour de Vinci c'est la peinture parce qu'on ajoute des strates de peinture quand on peint, à l'époque de Léonard de Vinci. Et le di levare c'est en enlevant, enlèvement, et là il pensait à la sculpture. Et donc, bon là je savais qu'il y avait une différence là-dessus, mais je ne l'avais pas du tout vu là-dessus. Donc elle peint plutôt qu'elle ne fouille, ça veut dire alors. Donc c'est pas la même. Peint plutôt qu'elle ne fouille, plutôt qu'elle ne creuse, on devrait dire. Mais là il veut prendre fouiller, en fait finalement comme les archéologues. Et donc en fait ça va être. Elle invente, une restitution est une invention, ce qui est aussi un mot d'archéologie, plutôt qu'elle ne va découvrir. On va peut-être mieux le comprendre comme ça. Alors, même s'il y a ici une allusion à des arts qui sont très intéressants, mais je pense que ça ne nous aide pas à comprendre la bipolarisation, qu'en tout cas, moi, je saisis. Ces objets de prédilection, ce sont les textes de l'imaginaire, les récits, les images, on se rappelle qu'une image est un récit, les portraits, les expressions, les idiolectes, c'est-à-dire les façons de parler singulières, individuelles, les passions, les structures qui jouent à la fois d'une apparence de vraisemblable et d'une incertitude de vérité. J'appellerais volontiers sémiologie le cours des opérations long duquel il est possible, voire escompté, de jouer du signe comme d'un voile peint ou encore d'une fiction. On va reprendre ça. Donc finalement, le signe, il est ce qui permet, ou alors, les textes de l'imaginaire vont contenir des signes, être même des signes, qui vont contenir un rapport au réel qui est fait de plus ou moins vraisemblable, fait à partir de réel, d'imitation plus ou moins lointaine du réel, ou de reconfiguration du réel, tout en étant dans l'impossibilité, l'incertitude même de ce réel. On se rappelle? C'est ça, hein, la littérature, l'art en général. Pour Barthes, parce qu'il ramène finalement tout art à une forme de sémiologie, donc en particulier on va ici avec l'iconologie, hein, les images. Et donc, et ça c'est ce qu'il fait dans le système de la mode, etc., hein, en étudiant les discours de la mode plutôt que la mode elle-même. Il rate un truc quand même. Est-ce qu'il avait du swag, Barthes? Oui, quand même. Hein. Il a quand même un joli style. Donc, récit, image, portrait, expression, idiolecte, passion, structure, passion. On n'est même plus dans une production quand on dit passion. Finalement, il va dire quelque chose qui est de plus en plus interne et de moins en moins, j'allais dire, langagisé, verbalisé. Structure. Voilà. Et donc, la sémiologie, c'est donc pas une science, le cours des opérations, c'est donc une démarche, tout au long de laquelle on analyse le signe, bien sûr, mais cela en faisant jouer un signe qu'il ramène à un voile peint. Alors on va se rappeler que la fiction est souvent représentée comme un voile qui va en fait cacher le réel, etc. Ça, c'est vraiment un topos, justement, d'explication ou de justification de la fiction en classique. Par exemple, chez Molière, c'est vraiment ce truc absolu de dire on revêt du voile de la fiction, donc c'est la pudeur, mais c'est ce qui va plaire pour instruire, en instruisant. Et en même temps, donc ce langage est donc lui aussi une fiction, se voile pas. Cette jouissance du signe imaginaire, on revient toujours sur l'érotique, mais cette jouissance, quand il y a une jouissance aussi que c'est en fait multidimensionnel chez Barthes.
Et donc il y a cette sensorialité, ça va dans tous les sens, littéralement dans tous les sens. On le sent partout. Cette jouissance du signe imaginaire est aujourd'hui concevable en raison de certaines mutations récentes. Mutation, ça c'est un mot naturaliste. C'est pas parce qu'il se débarrasse du naturalisme qu'il n'est pas encore là, il ne faut pas le racler. Qui affectent plus la culture que la société elle-même. Une situation nouvelle modifie l'usage que nous pouvons faire des forces de la littérature dont j'ai parlé. On serait dans un moment de transformation historique. D'une part, et tout d'abord, depuis la Libération, le mythe du grand écrivain français, dépositaire sacré de toutes les valeurs supérieures, s'effrite. Alors ça, c'est vraiment le mythe à la Malraux, Malraux, Camus, et donc ça, c'est en train de se dégager, notamment à cause d'un petit Sartre. Mais pas seulement. Et beaucoup d'un grand Barthes. S'effrite, s'exténue et meurt peu à peu avec chacun des derniers survivants de l'entre-deux-guerres. C'est intéressant comment une idée meurt avec les gens. Il n'est pas très sympa avec ça, mais en fait là il nous reprend vraiment ce qu'explique Thomas Kuhn en parlant donc de paradigme et de sciences normales. On va changer de science par renouvellement générationnel. C'est un nouveau type qui entre sur la scène dont on ne sait plus ou pas encore comment l'appeler. Écrivain, intellectuel, scripteur. De toute façon, la maîtrise littéraire disparaît, l'écrivain ne peut plus faire parade. Donc la maîtrise, ça va être aussi une forme de virtuosité d'autre part. Et ensuite, mai 68 a manifesté la crise de l'enseignement. On se rappelle, la science normale, c'est celle des manuels chez Thomas Kuhn. Les valeurs anciennes ne se transmettent plus, ne circulent plus, n'impressionnent plus. Donc en fait, ce qui se fait de façon assez réduite et souvent parcellaire, c'est fait d'un coup par la remise en question de l'institution elle-même, qui est l'enseignement. C'est bien pour cela qu'on remet aussi en question mai 68. Et qu'on en a fait un stéréotype qu'on n'a jamais compris. Enfin, voilà. C'est parce que ça a représenté tout ce qui était anti-droite. Et quand je dis anti-droite, je ne dis pas antifasciste. Je suis beaucoup plus large. Les valeurs anciennes ne se transmettent plus, la littérature est désacralisée, les institutions sont impuissantes à la protéger, à l'imposer comme le modèle implicite de l'humain. Et ça, c'était avant, en fait. Avec la montée de la scientificité, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est vraiment écroulé en termes de belles-lettres et qui se manifeste très symptomatiquement par l'arrêt du latin. Ce n'est pas si l'on veut que la littérature soit détruite, c'est qu'elle n'est plus gardée. C'est donc le moment d'y aller. Donc finalement, elle n'est plus, bien par exemple, le seul fait des gens qui essaient du latin. Sauf Colette et Prévert. Petite exception. Elle devient un lieu, là aussi, collectif. Topique ? Non, pas tout à fait topique. Gardée comme une chasse gardée, bien sûr. La sémiologie littéraire serait ce voyage qui permet de débarquer dans un paysage libre par déshérence. Non seulement les grands écrivains ne sont plus, mais en plus peut y avoir un peu tout le monde. Ni anges ni dragons ne sont plus là pour le défendre, on se rappelle, la chasse gardée, on va carrément jusqu'aux images un peu mythiques. Le regard peut alors se porter, non sans perversité, on se rappelle toujours cette jouissance, les obliques, etc., sur des choses anciennes et belles dont le signifié est abstrait, périmé. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait la littérature médiévale. Vous ne vivez plus au Moyen-Âge. Donc vous avez toute une part d'actualisation du texte, avec une contextualisation, mais aussi le pur plaisir du texte. En dehors de la contextualisation, c'est beau parce que c'est excellent de cette façon-là. Et on va aussi y donner de nouveaux sens, y voir autre chose. C'est ce que fait Wittig quand elle réécrit Sappho et d'autres textes avec les cut-up. Moment à la fois décadent et prophétique. Décadent, ça c'est vraiment le modèle de Désesseintes, qui va être en lui-même et ressassé. Et qui s'épuise de plaisir. Et prophétique, moment d'apocalypse douce, moment historique de la plus grande puissance, bah c'est celui aussi qui va être celui d'un autre, qui va donner une autre vérité à la langue, une autre réalité. J'en reparlerai, mais j'en parle souvent. Si donc, dans cet enseignement que, par son lieu même, rien n'est appelé à sanctionner, sinon la fidélité de ses auditeurs, si donc la méthode intervient à titre de démarche systématique, ce ne peut être une démarche heuristique. Donc ici, s'il y a méthode, ce ne peut pas être de façon systématique, en tout cas ça ne produira rien d'heuristique, ça ne sera pas productif d'idées nouvelles, qui viserait à produire des déchiffrements, à poser des résultats. La méthode ne peut porter ici que sur le langage lui-même en tant qu'il lutte pour déjouer tout discours qui prend, donc qui va se figer, comme la sauce prend, finalement. La sauce, le béton, prend. Dans le béton. Ce
Ce pourquoi il est juste de dire que cette méthode est, elle aussi, une fiction. Avec un grand F. Proposition déjà avancée par Mallarmé, lorsqu'il songeait à préparer une thèse de linguistique, toute méthode est une fiction, le langage lui est apparu l'instrument de la fiction, il suivra la méthode du langage, le langage se réfléchissant. On va expliquer vite fait. Ça veut dire que finalement, il y a une fiction parce qu'il y a une tension qui est impossible. Tout comme la langue est à la fois dans le vraisemblable du réel et dans son impossibilité, la littérature étant l'endroit où le langage se manifeste, dans cette impossibilité de dire et cette volonté de représenter en même temps, et va montrer cette impossibilité de représenter, notamment en montrant ce qui a déjà été figé, qui ne représente pas, et qui a eu pu, mais qui ne peut plus, quand bien même ça essaie. Et donc la sémiologie, c'est cette langue qui va accompagner la littérature se disant, ou disant d'autres choses, et j'ai envie de le dire au pluriel, pour être plus concrète. La sémiologie, en ce sens-là, c'est aussi une langue, sachant que la langue ne peut se dire qu'en se jouant d'elle-même, et donc c'est une fiction. Mais c'est une fiction qu'il faut mener. Il faut y aller. Un peu comme un petit Don Quichotte. Encore du Wittig. Et bien sûr aussi comme Mallarmé sur cette conscience de la langue et de l'analyse de la langue avec cette même langue. Ce que je souhaiterais pouvoir renouveler chacune des années qu'il me sera donné d'enseigner ici, c'est la manière de présenter le cours ou le séminaire. Voilà, énonce le programme. Bref, de tenir un discours sans l'imposer. Ce sera là l'enjeu méthodique, la questio, le point à débattre. Cette démarche, on va la faire évoluer d'année en année. Car ce qui peut être oppressif dans un enseignement, ce n'est pas finalement le savoir ou la culture qu'il véhicule, c'est pas les infos, c'est pas ce qui est véhiculé. Finalement, la méthode, alors hop là, ce sont les formes discursives à travers lesquelles on les propose, la forme même de l'enseignement. Ce qui pose toute la question, un enseignement féministe est-il possible? Je vous renvoie à l'ouvrage de Vanina Mosiconacci à sa thèse. Vanina, si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Car ce qui peut être oppressif dans un enseignement, ce n'est pas finalement le savoir ou la culture qu'il véhicule, ce sont les formes discursives à travers lesquelles on les propose. On continue. Puisque cet enseignement a pour objet, comme j'ai essayé de le suggérer, le discours pris dans la fatalité de son pouvoir. C'est toujours un pouvoir qui va se reconduire quand bien même il essaie de se jouer et de se déjouer. Hop là, j'ai perdu ma ligne. Le discours pris dans la fatalité de son pouvoir, la méthode ne peut réellement porter que sur les moyens propres à déjouer, à déprendre ou tout au moins à lécher ce pouvoir. Donc en fait, la méthode va devoir se questionner elle-même et être complètement réflexive. On se rappelle Renan. Et je ne sais plus ce qui est au bout de cette dissection à outrance, on fera la chimie de la chimie, etc. Et je me persuade de plus en plus, soit en écrivant, soit en enseignant, petite reprise de Gracq, que l'opération fondamentale de cette méthode de déprise, c'est, si l'on écrit, la fragmentation et, si l'on expose, la digression, ou, pour le dire d'un mot précieusement ambigu, l'excursion. Ce qui explique pourquoi mon blog s'appelle Excursus. C'est-à-dire ce qui va être en dehors, ce qui n'est plus le pouvoir, ce qui va dehors de la promenade, c'est tout Virginia Woolf, ici. D'un coup, dans ce. Et c'est beau. Donc on se rappelle la méthode de Woolf, des essais. Je crois que je reprenne ça, et peut-être avec Adèle. Ça serait chouette. J'aimerais donc que la parole et l'écoute qui se tresseront ici soient semblables aux allées et venues d'un enfant qui joue autour de sa mère, qui s'en éloigne, puis retourne vers elle, pour lui rapporter un caillou, un brin de laine, dessinant de la sorte autour d'un centre paisible, toute une aire de jeu, et où est papa, hein. Mais bon, on se rappelle la mère de Barthes, hein, à l'intérieur de laquelle le caillou, la laine, importe finalement moins que le don plein de zèle qui en est fait. Et on se rappellera que les trouvailles pour les enfants sont les victoires des adultes. Benjamin, on se rappellera aussi comment, pour l'enfant sur le manège, la mère permet de jeter les amarres de ses regards. Et donc on revient vers elle. Et donc ce qui va compter, ce n'est pas ce qui est ramené, mais de voir que ce qui est ramené est transfiguré par le regard de l'enfant, mais surtout par le fait que c'est offert par l'enfant à la mère. Lorsque l'enfant agit ainsi, il ne fait rien d'autre que de dérouler les allées et venues d'un désir qu'il présente et représente son enfant. Alors ça, c'est en fait l'inverse de je jette l'objet pour qu'on me ramène l'objet, voire je teste la limite, etc. Je vous renvoie à Winnicott. J'y crois, mais je sens que ce sont des choses fatigantes. Et on notera aussi que les allées et venues n'est pas, là aussi, sans érotisme, mais parce que cet érotisme, il n'est pas seulement sexuel. Il est bien plus vague, il est sensuel. Là, il agite tout. Sensuel, c'est pas juste que c'est sexuel soft, hein, qu'on va me prendre un petit fouet en velours ou des choses comme ça. C'est pas ça le délire.
Sensuel, c'est qu'il va vraiment mettre en usage les sens et créer un plaisir par les sens. Et ce serait tellement réducteur de voir ce plaisir comme uniquement sexuel. Et tellement triste en fait. Je crois sincèrement qu'à l'origine d'un enseignement comme celui-ci, il faut accepter de toujours placer un fantasme qui peut varier d'année en année. On se rappelle la fiction. C'est quoi finalement une fiction désirée si c'est un fantasme? On va voir si c'est cette intuition-là qui se vérifie. Ceci, je le sens, peut paraître provoquant. Comment oser parler dans le cadre d'une institution, si libre soit-elle, d'un enseignement fantasmatique? Parce qu'on se rappelle que le fantasme est transgressif en ce qu'il est désir, et en plus il est fantomatique en ce qui n'existe pas. Cependant, si l'on considère un instant la plus sûre des sciences humaines, à savoir l'histoire, comment ne pas reconnaître qu'elle a un rapport continu avec le fantasme? Bien sûr, on va prendre l'exemple de ce qui sera le plus sûr parce que s'appuyant sur des documents. Et que ça a été pour montrer que ça n'est plus sûr du tout et que dans cette certitude, il y a plein de fantômes. En gros. C'est ce que Michelet avait compris. L'histoire, c'est en fin de compte l'histoire du lieu fantasmatique par excellence, à savoir le corps humain. C'est en partant de ce fantasme, lié chez lui à la résurrection lyrique des corps passés, toute cette métalepse, qui repose sur une tension ontologique du langage, qui est celle du saint-simonisme aussi, que Michelet a pu faire de l'histoire une immense anthropologie, donc un discours sur l'homme, sur l'humanité. La science peut donc naître du fantasme. Moi, je ne m'appuierai pas là-dessus comme ça, mais j'aime beaucoup l'idée. Moi, je dirais, le fantasme peut être heuristique. C'est à un fantasme, dit ou non dit, que le professeur doit annuellement revenir au moment de décider du sens de son voyage. Métaphore, le voyage pour les cours. De la sorte, il dévie de la place où on l'attend, qui est la place du père, toujours mort comme on le sait, car seul le fils a des fantasmes, seul le fils est vivant. Alors là, on est en plein Freud, mais on se rappellera aussi de la mort de l'auteur. Donc en fait, dans la mort de l'auteur, il y avait bien la mort du père, et Barthes a reconduit le geste freudien de la mort du père et du fait qu'il faut tuer le père pour le fils. Et donc là, le père, ici, est l'incarnation symbolique du pouvoir qui va dire. L'incarnation symbolique, c'est ce qui devient possible quand on est passé par la métaphore corporelle. C'est le Jean Michelet qui ramène là. Et toute la sensorialité, la sensualité des textes de Roland Barthes. Le père, c'est donc celui qui va donner l'ordre, instituer l'ordre ou être la figure de cet ordre. Et Barthes essaie ici d'imaginer un enseignement qui ne serait pas un lieu d'oppression, c'est-à-dire qui ne serait pas le véhicule du pouvoir du père, de l'idéologie du père, et de la façon de voir du père, parce que cet enseignement, il se penserait lui-même comme un déplacement de cet enseignement, d'un déplacement de cette figure du père, c'est l'enseignement du fils. Le truc, moi, que je pense, c'est que le fils prend toujours la place du père. Mais en fait, Barthes, il serait d'accord aussi. La question, c'est comment être le moins oppressif possible. Et c'est une question essentielle quand on enseigne, et que je crois... en tout cas, j'allais dire qu'on s'est tous et toutes posé... Non, je pense pas, je pense qu'il y a des gens qui savent très bien me donner des ordres en cours. Enfin, j'avais répondu à une de mes lycéennes qui me disait « Oh mais madame, pourquoi ci, pourquoi ça ?» La question concrètement, c'était pourquoi je ne peux pas te chipper. Et je lui avais répondu, mais vous le savez bien, le lycée est un lieu de contrôle. Et ça lui avait beaucoup plu, et ça me plaît toujours beaucoup comme type de calembour. Et il y a quelque chose là, bon mais voilà, après le lycée est une institution, qu'on n'est bien sûr pas le Collège de France, mais il ferait quoi, Barthes, face à un charivari? Il serait content. Et en même temps, il serait désarçonné, et il ne pourrait pas faire court. Donc il y a ça, voilà, qui résiste encore, et toujours à qu'est-ce qu'on veut faire, et tout ce qu'on va penser qui va être anti-oppressif, comment on va le transmettre. Moi, je trouve que la vidéo, pour ça, c'est vachement bien. Voilà, vous mettez pause, vous accélérez, vous écoutez pas. Ça fait partie du schmilblick. Et de la gratuité, etc. Tout ça qui va ensemble. L'autre jour, j'ai relu le roman, parce qu'on ne fait que relire, évidemment, de Thomas Mann, La montagne magique. Ce livre met en scène une maladie que j'ai bien connue, la tuberculose. C'est intéressant comment il parle de la maladie et pas des personnages. Par la lecture, je tenais rassemblé dans ma conscience 3 moments de cette maladie. Le moment de l'anecdote qui se passe avant la guerre de 1914, le moment de ma propre maladie, alentour de 1942, et le moment actuel où ce mal, vaincu par la chimiothérapie, n'a plus du tout le même visage qu'autrefois. Or, la tuberculose que j'ai vécue est, à très peu de choses près, la tuberculose de la montagne magique. Les 2 moments se confondaient et également éloignés de mon propre présent.
Je me suis alors aperçue avec stupéfaction, seules les évidences peuvent stupéfier, je vous renvoie à ce qu'on a dit plus haut, que mon propre corps était historique. Et là, c'était un peu naïf de sa part. Et ça, c'est ce que voit très bien Annie Ernaux au début de l'événement. Dans ce texte où elle parle du sida, qui est si construit et qui a l'air d'être si simple et justement si évident. C'est pour ça qu'il marche. En un sens, mon corps, qui est contemporain de Hans Castorp, je vous rappelle que c'est le nom du protagoniste de la Montagne Magique, le héros de la Montagne Magique, mon corps qui n'était pas encore né, qui avait déjà 20 ans en 1907. Année où Hans pénétra et s'installa dans le pays d'en haut. Mon corps est bien plus vieux que moi. Évidemment qu'il n'est pas né en 1907. Mais, on va voir. Il vit en Métallepse, comme je l'ai. Hans pénétra et s'installa dans le pays d'en haut. Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l'âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché. Donc, le hasard nous a amené des peurs qui sont sociales et qui elles-mêmes vont se transformer. Si donc je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique, je dois me jeter dans l'illusion que je suis contemporain des jeunes corps présents. Et non de mon propre corps passé. Ça, c'est assez terrible. Bref, périodiquement, je dois renaître, me faire plus jeune que je ne suis. À 51 ans, Michelet commençait sa Vita Nuova. Nouvelle œuvre, nouvel amour. Et ça, c'est grâce à Athénaïs. Plus âgé que lui, on comprend que ce parallèle d'affection, j'entre moi aussi dans une Vita Nuova, marquée aujourd'hui par ce lieu nouveau, cette hospitalité nouvelle, et avec aussi les amours nouvelles. On continue. Et, bien sûr, la nouvelle institution, qui ramène à ce rapport, finalement, d'amour entre fils sans père. J'entreprends donc de me laisser porter par la force de toute vie vivante, l'oubli. Il est un âge où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient ensuite un autre où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas, cela s'appelle chercher. Et c'est justement ça, cette méthode. Vient peut-être maintenant l'âge de notre expérience, celle de désapprendre. On se rappelle Benjamina, l'enfance berlinoise. De laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs. Et ce se rappelle aussi, on ne sera plus qu'une formule. Les monographies sont faites pour être ingérées dans le vaste édifice de la science. Je vous ramène à Renan. On oublie. C'est aussi ce que raconte Pierre Bayard. Les livres que l'on n'a pas lus, ce sont aussi les livres que l'on a oubliés. Des cultures, des croyances que l'on a traversées. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, que j'oserais prendre ici sans complexe au carrefour même de son étymologie, sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible, encore avec des polyptotes. C'est la fin. Et je vous remercie. On aura fait donc un super cycle avec ces 3 vidéos sur la leçon inaugurale de Roland Barthes. Je vous dis à bientôt.